de notre club école en Ligue américaine. Et j'étais assistant gérant au Nordique de Québec, directeur du personnel des joueurs. J'avais un nombre de titres dans le temps. Je travaillais pas mal proche avec Marcel Aubu. Pierre Pagé est arrivé plus tard. À un moment donné, à Québec, il y avait trop de boss et pas assez de soldats. J'ai convaincu Marcel Aubu qu'il devrait emmener Pierre comme gérant à Québec. Dans ce temps-là, j'étais aussi responsable de notre repêchage junior. Ils m'ont dit qu'il y avait un jeune qui était le prochain Gretzky, fait que j'étais loin jouer à Oshawa, puis je savais qu'il était pour être un des grands qui sortirait des juniors cette année-là. J'aime la ville de Québec parce que je jouais au tournoi de Pee-Wee International quand j'ai 12 ans. J'aimerais jouer pour le Nordique ou le Canadien. Eric, sur les critères, il avait le patin, il avait le gabarit, il avait le lancer. Si on prenait ça, un critère de 10, Eric arrivait à peu près 9,2 dans le temps. Il n'y avait aucun joueur qui avait atteint ça jusqu'à ce niveau-là. Ça arrive une fois à tous les 30-40 ans. Un Bobby Orr, un Gretzky, un Eric Lindros, ça n'arrive pas souvent. Pierre Gauthier était éclaireur-chef. On avait beaucoup d'éclaireurs, puis tout le monde était impliqué. Mais c'était clair. Il n'y a pas de deuxième choix. Il n'y a pas de deuxième choix. C'était Eric Lindros. C'était facile de prendre Eric Lindros. C'était Gretzky, 6 pieds 5, agressif, qui peut se battre. Et c'était Gordie Howe. Au fur et à mesure que le jeune se développait et puis que les Nordiques perdaient, à un moment donné, on a dit sur la séance de repêchage de 1991, il n'y avait pas une tête au-dessus des autres. Là. Il y avait tout le corps au-dessus des autres tellement il était bon. Là. On se dit, si les Nordiques finissent dernier, pendant la saison qui a précédé le repêchage, ben, les Nordiques alimentaient les rumeurs avec leur défaite, leurs insuccès. Et puis, à un moment donné, une transaction avec Toronto qui a fait jaser. Il était numéro 1. Puis on avait fait les démarches pour donner des joueurs à Toronto. Les Nordiques avaient transigé avec les Maple Leafs. Ils avaient envoyé Lucien Develois, le défenseur Michel Petit. Il y avait peut-être d'autres considérations au Maple Leafs en retour de, je pense, 2 choix au repêchage de 2e ronde ou 3e ronde, et puis d'un joueur inconnu, là, comme, je sais pas, qui différenciait peut-être même pas la couleur de ses patins. Là. Et là, il y a des gens qui ont commencé à parler un peu, ouais, coudonc, ils s'organisent-tu pour finir dernier pour aller chercher Lindros, là? Ajouter à tout le reste, là, au contexte qui était déjà pas tellement flatteur pour les Nordiques. Alors, ça a débouché à un moment donné sur la grosse histoire qu'on connaît. On espérait de le convaincre. On a amené Guy Lafleur, on a amené tout le monde pour nous aider à le convaincre. Puis, je pense que Guy Lafleur pourrait vous dire ce qu'il pense de son entrevue avec Eric Lindros. C'était pas possible de convaincre lui, sa mère ou son père. Ce qui m'a fasciné, c'est cette chronique-là de Guy Lafleur qui a été publiée en 1993. Donc, c'était 2 ans après l'échec des négociations, en fait, pour convaincre Eric Lindros. À l'époque, Guy Lafleur écrivait des chroniques dans Le Soleil de Québec. Et puis, il racontait, en fait, tout ce qui s'était passé dans cette chambre d'hôtel-là. Donc, il était un témoin privilégié. Bien, la première rencontre avec la famille Lindros, ça a été en juin 91, le repêchage. Parce qu'il y avait eu une rencontre avant avec Marcel et Pierre Pagé m'avaient demandé pour aller rencontrer la famille, que ça avait peut-être un impact positif. La réflexion avec Pierre, ils disaient, écoute, si ça n'a pas été positif la première fois, je ne vois pas pourquoi ça le serait. La deuxième, il t'aime bien gros, tout ça. Fait que je suis allé à Toronto. J'ai été très, très bien reçu par la famille. C'était très chaleureux. C'était du monde vraiment sympathique. Sa mère et son père me disaient que lorsque j'ai fait un retour au jeu, il avait participé à mon match à Montréal contre le Canadien de Montréal dans l'uniforme des Rangers. J'ai senti, moi, que même avant de leur parler ou que je au moment où je suis arrivé dans la salle, là, je voyais qu'il y avait un malaise. Là. C'est pas vis-à-vis moi, là, mais plus vis-à-vis peut-être Marcel, là, mais
Je pense que ça n'a pas été une bonne rencontre, la première rencontre. Leur idée était faite, puis sa mère, elle me disait, écoute, elle dit, tu sais, arrête, elle dit, perds pas ta salive, tu sais, là, on t'aime bien gros, mais nous autres, notre choix est fait. Il y avait eu quelque chose avec Marcel Aubu durant la première rencontre. Elle m'avait pas dit quoi, ce qui s'était passé ou ce qui s'était dit, ou les remarques que Marcel aurait pu faire. Elle-même l'a répété dans des entrevues aux États-Unis, sans dire exactement qu'est-ce qui s'était passé, mais qu'il y avait une animosité terrible. Moi, j'ai l'impression que ça n'a pas cliqué avec Marcel du début. Ça fait partie peut-être des raisons pourquoi il n'est pas venu à Québec. Je suis certain de ça. J'ai l'impression que si les pourparlers auraient été faits autrement, plus attirant pour la famille, peut-être qu'Éric serait venu à Québec. Puis peut-être pas non plus. People didn't understand, and this is what goes back to the miscommunication or the misunderstanding. I didn't want to play for a particular person. That's it. I did not want to play for a particular person. Homework was done on that person, and no. It's not an environment that I wanted to be part of anything that he had his hand in. So I declined. My wife's French. Come on. It had nothing to do with French culture or, I would have, if Montreal drafted me, whew, I'm driving. I'm not even flying. I'm driving. It had nothing to do with anything other than one particular person. I never had a problem with the city, and I think we've been through it. I never had a problem. I had a problem with one particular person who was the top of the organization. So now he comes to the National Hockey League, gets drafted by the Quebec Nordiques. Les Nordiques de Québec sont très heureux de choisir comme premier choix Eric Lindros. He says, no, I don't want to go to an organization headed up by Marcel Aubu. Éric Lindros s'est levé pour aller sur la tribune du repêchage, serrer la main à Pierre Pagé, et il n'a jamais endossé le chandail des Nordiques. Now it's the NHL. Not very many players try to call their shot in the National Hockey League. Now, some players do. Mario Lemieux, je le revois encore cette journée-là, en 1984. Et j'aperçois Dave Johnston s'amener sur la tribune du repêchage, puis annoncer que le premier choix des Pingouins, Mario Lemieux ne s'est jamais amené sur la tribune. Éric Lindros, lui, s'est amené, est allé serrer la main à Pierre Pagé, a pris le chandail des Nordiques et retourne à sa place. Mais Mario Lemieux ne s'est jamais présenté à Eddie Johnston. Et quelques temps plus tard, j'avais rencontré Eddie Johnston, qui m'avait dit, Claude, c'est le moment qui m'a le plus humilié, que j'ai trouvé le plus difficile à vivre. C'est lorsque j'étais sur la tribune avec le chandail de Mario. Je l'attendais. J'ai dit, je l'attends encore. Hockey's a rule-following game. So if you get drafted by this team, that's who you're supposed to show up and play for, no questions asked. My attitude on that always was, if you're prepared to accept the consequences of how you're perceived and what may or may not happen down the road, then knock yourself out. And in Eric Lindros's case, that's exactly what he did. He knew he didn't want to play for Marcel Aubu and the Quebec Nordiques. I look at what my parents went through. Quite honestly, false comments were made about them. Absolutely false. And they stuck through it. Innuendo and straight-out lies and total misconceptions. Total misconceptions and misunderstandings. Rumors look at... And I'm not saying it was to this extent by any stretch of the imagination, but just look at the political system in the States right now and what's going on between the two parties. There's going everywhere. And while we didn't throw back, there was a lot being thrown at us that was not even close to being truth. There were a lot of people out him that didn't like the stand that he took. And therefore, I think he was very much, a lot of the time, on the defensive. On s'inquiète toujours de l'avenir de nos enfants, puis on veut les voir faire le mieux possible, aller le plus loin, le plus haut possible. Et ça, c'est tout à fait humain, ça. On ne changera jamais ça à la vie humaine. Ça fait partie du quotidien des familles qui sont
serrés, qui sont soudés. Et dans le cas des Lindros, c'était ça. Et on peut pas dire que Carl et Bonnie Lindros ont échoué avec Éric. Au contraire, il a quand même eu une belle carrière. Certainly the appearance was that they were a close family. My parents' marriage is just so strong that they can get through something like that. I don't think the average marriage gets through something like that. It was hard. It was not the easiest of things. It was really unfortunate, and I don't forget it, and I'm forever indebted. It is what it is. Éric, dans cette année-là, il a joué avec l'équipe canadienne. Well, the most amazing thing about Eric Lindros finally arriving in the NHL, is that even before he played in the NHL, he played in a Canada Cup. And it was like, everybody's like, whoa, exactly what we thought. Big, strong, physical, fast, skilled, 18, 19 years old, playing for Team Canada in a Canada Cup before he's even been to the National Hockey League. You're still a kid though, right? Yeah. You're still young. And you think differently than someone that's been in the league for 5, 10 years. You try and absorb as much as you can. And I remember just walking from stall to stall and looking up at the names of the stalls. Holy shit. Oh. So, get your work boots on and get ready to play, because this is going to be a tough team to make. Flips it in front, they vanish. That was absolutely incredible. So that just increased the anticipation even more. Là, on arrive aux heures du repêchage. Et là, on sait très bien qu'on est dans un cul-de-sac. Ça, c'est 1 an plus tard. On est obligé de prendre des démarches pour qui éventuellement aboutissent avec l'échange. À Montréal, on s'est réunis pendant une semaine de temps dans un hôtel. Pendant 24 heures, on a négocié. Ça a commencé avec New Jersey. Ça commence toujours avec un. À un moment donné, on avait 14 équipes qui étaient prêtes à donner n'importe quoi, incluant Toronto, Montréal. Et finalement, l'échange s'est fait. D'une drôle de façon, mais c'est fait. L'homme qui avait dit qu'il n'échangerait jamais Éric Lindros semble avoir fait 2 fois samedi sur le plancher du Forum de Montréal. I'm still confused at that. I'm still confused as to how this works. It's been a whole year. I haven't been traded. Then it goes to the draft, and finally I get traded, but I get traded to 2 teams. So now what? What do we do now? So I wait like, I'm sitting there and I watched on TV. It just reinforces to me that nothing with Eric Lindros at that time was ever easy or simple or clear-cut. And there are some people who would suggest that one of the reasons why he didn't want to go to Quebec, I mean, they couldn't even trade him properly. At the end of the day, they traded him to 2 teams. When has this ever happened before in the National Hockey League? À la dernière minute, on avait un échange avec Chicago, puis on avait un échange avec d'autres équipes, puis on n'avait plus d'échange. Puis on avait un échange avec les Rangers de New York 10 minutes avant midi, avant que le repêchage commence. Puis Marcel Aubry est allé voir Ed Snyder avec la liste qu'on voulait de Philadelphie, parce que tout le monde disait, mais notre meilleur échange, c'était avec Philadelphie. Marcel a pris une dernière chance, il est allé voir Ed Snyder à 1h du matin, je pense, puis il a lancé un papier avec ce qu'on voulait. Il dit, t'es pas capable de faire l'échange? Mais il dit, il faut que je check avec mon personnel. Le lendemain, on marchait vers le repêchage à midi, puis Philadelphie s'en venait. Parce qu'il avait appelé à 10h30 pour dire qu'il acceptait ce que Marcel il avait lancé. Marcel avait fait une erreur qu'il n'avait pas ramassé le papier. Fait que légalement, quand tu lances un papier, c'est une offre. Puis si tu ne tires pas l'offre, c'est légal. Fait qu'eux autres, ils ont dit oui à 10h30. Nous autres, on avait dit oui avec les Rangers de New York à midi moins 10. The National Hockey League has to have an unprecedented hearing, an investigation, and make a ruling as to who gets this player. It changed the way the NHL does trades. It changed everything about the business of hockey. So it's just bizarre. Fait qu'en arbitrage, l'arbitre avait raison. À Philadelphie, légalement, avec le papier, c'est eux autres qui gagnaient. You feel you lost a few feathers in this? Yeah, I feel very well because there's lots of envy, when you succeed by getting $18 million for your hockey team. Si on avait gagné l'arbitrage, on aurait eu l'échange de New York, c'était pas aussi bon que Philadelphie.
Fait qu'on était chanceux de perdre l'arbitrage. Au fond, on t'a fâché d'une manière à Larry Bertuzzi. Au fond, on devrait le remercier parce qu'il nous a permis de réussir, puis il a permis à Colorado de réussir. Là. La plus grosse échange qui a été faite dans le hockey. C'est ça. On ne connaît pas d'autre qui a eu autant pour un joueur que les Nordiques ont eu pour Eric Lindros. J'affirme encore aujourd'hui que malgré la décision de M. Bertuzzi, que j'ai la conviction ferme qu'une seule entente a eu lieu, et c'est avec les Rangers. Ça, c'était la meilleure erreur que les Nordiques ont faite. Le cauchemar d'Éric Lindros tire à sa fin. Le directeur gérant des Nordiques l'échangera fort probablement avant le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Je pense que lui, ça lui donne la vie. Il croit vraiment qu'il va être échangé, mais on lui a expliqué exactement ce qu'on voulait faire. Tu sais. On est prêt à l'échanger si l'offre est bonne. 6 clubs sont très sérieux, bien que Pagé n'ait mentionné de ville. Philadelphie, Détroit et Toronto reviennent régulièrement dans les rumeurs de transactions. Pagé, qui sera probablement de retour derrière le banc des Nordiques, s'est entretenu cette semaine avec la famille Lindros. Il a une fois de plus constaté le fossé qui sépare les deux clans. Je peux pas vous dire si ça a aidé ou non, parce que c'est vraiment un gars beaucoup plus mature que tu vois normalement à cet âge-là. C'est un gars qui montre pas son jeu, qui parle très bien, qui s'exprime très bien, il sait où il s'en va. L'homme qui avait dit qu'il n'échangerait jamais Eric Lindros semble avoir fait 2 fois samedi sur le plancher du Forum de Montréal. En présence de 2 offres acceptées verbalement et sans confirmation écrite, d'abord avec Philadelphie et ensuite avec les Rangers de New York, la Ligue nationale de hockey assigne un arbitre qui déterminera s'il y a eu transaction et avec qui. Selon Gil Stein, vice-président du circuit, il faudra attendre quelques jours avant d'obtenir un jugement qui sera sans appel. Selon ce qu'il a été possible de savoir, l'offre des Flyers comprendrait le défenseur Steve Duchesne, le jeune Mike Ritchie, Ron Extall ou Dominique Roussel, 2 choix de première ronde et 15 millions de dollars. Neil Smith, le directeur gérant des Rangers, aurait répliqué avec une offre plus généreuse. Le défenseur James Patrick, le jeune Tony Amonte, Doug White, Alexis Kovalev, Van Beesbrook ou Richter et 20 millions de dollars. À vous de juger laquelle est la plus intéressante pour Marcel Aubu. Mais d'ores et déjà, il y a un gagnant dans cette histoire, car Eric Lindros, comme l'a souligné son agent Rick Curran, est assuré de jouer dans la Ligue nationale l'automne prochain. Reste à savoir qui seront les perdants, Philadelphie, New York ou Québec. La 4e journée des audiences, présidée par l'avocat torontois Larry Bertuzzi, a commencé comme toutes les autres, avec l'arrivée des représentants des 3 partis, ceux des Flyers qui défendent une entente verbale, les Rangers qui ont une entente écrite, et les Nordiques, avec en tête Marcel Aubu, qui garde le sourire malgré le peu de progrès de cette affaire invraisemblable. Mais en fin d'avant-midi, une indiscrétion de notre caméraman André Gariepi a permis d'obtenir des images exclusives sur le déroulement des audiences, où l'on aperçoit notamment Carl Lindros qui témoigne aux côtés de M. Bertuzzi. C'est à la demande de ce dernier que les Lindros sont venus de Toronto pour confirmer un appel téléphonique des Flyers samedi dernier. Au milieu de l'après-midi, l'équipe de Sport 30 a réussi à intercepter le clan Lindros à Dorval. Yes, we've done our deed. Yeah? Yes. And what do you prefer for Eric, Philadelphia or New York? It's up to them to decide. Eric Lindros a mentionné que New York ou Philadelphie serait un bon choix pour lui. Le jeune hockeyeur s'est dit soulagé à l'idée d'entreprendre bientôt sa carrière dans la Ligue nationale. Là-dessus, il est un peu comme tout le monde, il a hâte de savoir où. Quant à Larry Bertuzzi, il reconnaît que son mandat est exigeant. Peu de gens accepteraient ce week-end d'être dans les souliers de l'avocat Larry Bertuzzi, qui rendra lundi ou mardi une décision importante qui fera assurément un malheureux. Car il faut savoir que les représentants des Flyers de Philadelphie, menés par Jay Schneider, le fils du propriétaire Ed Schneider, ont mis beaucoup d'énergie dans cette affaire où ils prétendent avoir acquis les services d'Eric Lindros dans le cadre d'un accord verbal avec Marcel Aubu samedi dernier à Montréal. Les Rangers de New York, quant à eux, soutiennent avoir en main un papier qui confirme le même jour la transaction avec les Nordiques. Mais sans être le perdant, Marcel Aubu a d'ores et déjà perdu des plumes dans cette histoire,
ne serait-ce qu'à cause de sa parole, jugée douteuse par ses pairs, à Québec comme à travers tout le circuit. Mais il rira bien quand il touchera le magot en retour de Lindros, car comme l'a souligné Bertuzzi, à la fin des audiences, une transaction sera officielle, l'autre sera refusée. Les partisans des Nordiques ont fait savoir à Eric Lindros qu'ils le percevaient comme un enfant gâté. Dès sa première présence sur la patinoire, Lindros est accueilli par la force de frappe des Nordiques. Owen Nolan repère Mike Ritchie dans l'enclave et l'ex-joueur des Flyers enfile l'aiguille, 1-0 Québec. Toujours au premier 20, les Flyers ripostent de belle façon, en désavantage numérique. Keith Acton étourdit les Nordiques. Il refile le disque à Steve Casper, posté devant un filet grand ouvert. C'est 1-1. Au début du deuxième engagement, Mike Hoff redonne les devants aux Nordiques. Il subtilise la rondelle aux défenseurs des Flyers, puis décoche un tir précis dans la partie supérieure du filet, 2-1 Québec. Eric Lindros se verra refuser un but. Sur le retour d'un tir de Mark Recchi, il pousse la rondelle dans le filet à l'aide de la main. Owen Nolan le surveillait de très près. Mais Lindros a toute la latitude voulue au début de la troisième période pour créer l'égalité. But marqué lors d'une supériorité numérique. Quelques minutes plus tard, en désavantage numérique, Mats Sundin amorce une montée à 2 contre 1. Il remet à Alexei Goussarov qui mystifie le gardien Dominique Roussel, 3-2 en faveur des Nordiques. Eric Lindros revient à la charge, en désavantage numérique. Il parvient seul devant Hextall qu'il déjoue à l'aide d'un tir précis. Son deuxième but du match, c'est 3-3. Mais les Nordiques ne se laissent pas abattre pour autant. Mike Ritchie va compléter une manœuvre de Valérie Kamienski lors d'un avantage numérique. Il inscrit lui aussi son deuxième but du match,